Le Groenland, vaste territoire arctique couvrant plus de 2 millions de kilomètres carrés mais peuplé d'à peine 60 000 habitants aujourd'hui, occupe une position stratégique majeure sur l'échiquier international, au croisement des routes aériennes transatlantiques, des ressources minières et des nouvelles voies maritimes liées à la fonte des glaces. L'île est au cœur de rivalités entre grandes puissances. La menace d'une annexion américaine, régulièrement évoquée depuis 1867 et remise au goût du jour par Donald Trump, illustre combien le Groenland, malgré son isolement géographique, demeure un enjeu géopolitique et symbolique. Cette situation contemporaine trouve un surprenant écho dans le passé du territoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que le Danemark était occupé par l'Allemagne, le Groenland se retrouva isolé, transformant ses structures sociales, politiques et militaires. Invoquant la doctrine Monroe, des bases américaines furent établies pour sécuriser l'Atlantique Nord et garantir l'approvisionnement en métaux stratégiques. Le Groenland présente une configuration coloniale singulière, peuplée majoritairement du peuple inuit, installé depuis plusieurs siècles dans l'espace arctique. Il n'a jamais connu de colonisation de peuplement massive comparable à celle du reste de l'Amérique du Nord. La domination danoise, consolidée à partir du XVIIIe siècle, repose sur un contrôle administratif, commercial et religieux étroit, exercé par un nombre limité de fonctionnaires, de missionnaires luthériens et de commerçants. La colonisation se veut protectrice, civilisatrice et chrétienne. Cette situation produit, au début du XXe siècle, une élite groenlandaise émergente. Enseignants, catéchistes, employés de l'administration, formés dans des institutions danoises ou dano-groenlandaises, notamment à Gothaab, aujourd'hui Nuuk, la modeste capitale de la colonie. C'est dans ce milieu que naissent les premières interrogations sur l'avenir politique du Groenland, oscillant entre loyauté envers le Danemark, désir de modernisation et aspiration à une reconnaissance nationale. Parallèlement à la naissance timide d'une modeste classe moyenne inuite, le Groenland suscite l'attention de l'Allemagne nazie d'une manière certes marginale mais bien réelle. Hermann Wirth, premier président de l'Institut SS de Lahnenerbe, contribue de manière indirecte à l'intérêt porté par cette institution au monde arctique. Il développe une vision selon laquelle aurait existé une civilisation nordique première, antérieure aux civilisations méditerranéennes, dont les espaces boréaux auraient conservé la mémoire symbolique. Lahnenerbe, chargé notamment d'explorer les origines mythiques de la race nordique, s'intéressait aux régions périphériques de l'Europe et de l'Eurasie, susceptibles d'alimenter une mythologie hyperboréenne. À l'instar du Tibet, autre espace montagnard, isolé et investi de projections raciales et spirituelles, le Groenland apparaissait, dans certaines franges idéologiques, comme un vestige possible d'un Nord primordial. Des théories suggéraient que la race germanique pourrait avoir des origines arctiques et que les Inuits seraient les descendants dégénérés ou métissés d'une humanité nordique ancienne. Dans cette perspective, Lahnenerbe procéda à une appropriation idéologique de travaux scientifiques antérieurs ou extérieurs au nazisme, les expéditions arctiques de Fridtjof Nansen, les recherches glaciologiques et climatiques d'Alfred Wegener, ainsi que certaines études ethnographiques consacrées aux Inuits furent relues et intégrées dans une grille d'interprétation idéologique, souvent déformante et déformée. À la suite de l'invasion du Danemark par l'Allemagne en avril 1940, le Groenland se trouve brusquement coupé de sa métropole et placé au cœur d'enjeux stratégiques qui le dépassent. Dès 1941, l'ambassadeur danois à Washington, Henrik Kaufmann, conclut avec les États-Unis un accord autorisant l'établissement d'une présence militaire américaine sur l'île afin de contrer toute incursion allemande et d'assurer sa défense. Cet accord ouvre la voie à la construction d'un réseau de bases aériennes et navales, dont la plus emblématique est celle de Thulé, implantée à partir de 1942 dans le nord-ouest du Groenland. Parallèlement, les Américains installent une vingtaine d'autres bases sur la côte ouest, notamment à Narsarsuaq, connue sous le nom de Bluie West One. Cette base joue un rôle logistique majeur en servant d'escale de ravitaillement pour des milliers d'avions américains reliant l'Amérique du Nord à l'Europe. L'importance stratégique du Groenland ne réside toutefois pas dans sa seule fonction logistique, mais aussi dans la collecte de données météorologiques, les informations issues d'eux. Les informations issues de l'Arctique sont essentielles à la planification des opérations aériennes et navales alliées en Atlantique Nord et en Europe.
Conscients de cet enjeu, les Allemands tentent d'implanter des stations météorologiques secrètes sur la côte est du Groenland. L'une d'elles, la station Holzhauge, établie en 1942, est découverte au début de l'année 1943 par une patrouille arctique alliée. Cette découverte entraîne des affrontements limités, dont l'attaque allemande contre une station américaine à Esquimaunes. D'autres installations allemandes sont ensuite repérées et neutralisées, mettant fin aux tentatives de l'Allemagne de contrôler l'information météorologique arctique. Ainsi, le Groenland s'impose durant la Seconde Guerre mondiale comme un maillon discret mais essentiel de la stratégie alliée. C'est dans ce contexte intellectuel et géopolitique troublé qu'émerge le nationalisme politique groenlandais. Augustinus Augo Lange, enseignant et intellectuel inuit, auteur en 1931 du second roman de la littérature groenlandaise, fonde en 1942 l'organisation de jeunesse Nunata Kitornai, les enfants de notre pays. Ce mouvement, souvent considéré comme la première expression structurée du nationalisme groenlandais, vise à promouvoir la langue, la culture et l'autonomie morale des Groenlandais dans une perspective réformiste. Il compte une cinquantaine d'adhérents et probablement guère plus de 500 sympathisants sur une population totale de 18 000 Inuits et de 2 000 Danois. Linge n'est pas un idéologue radical, mais dans un contexte où le Danemark est occupé par l'Allemagne et où les États-Unis s'installent militairement au Groenland, sa posture nationaliste, même modérée, suscite des suspicions. Des rumeurs font état de sympathies pro-allemandes, voire nazies. Ces soupçons, qui valent à Linge de perdre son siège de conseiller municipal de Nuuk, d'être muté et placé sous surveillance, manquent de fondement. Mais ils témoignent de l'inquiétude des autorités locales face aux grands affrontements idéologiques du moment. Linge sera ensuite le premier Inuit à siéger au Parlement danois en 1953. C'est à la périphérie du nationalisme réformiste incarné par Linge qu'apparaissent, de manière beaucoup plus troublante, des groupes informels de sympathisants nazis, notamment à Nuuk, la capitale, et surtout à Sisimiut, la seconde ville de l'île. Des témoignages concordants font état de l'existence, au début des années 1940, d'un petit groupe d'Inuits groenlandais adoptant des symboles et des rituels nazis, salut hitlérien, célébration de l'anniversaire d'Hitler, imitation d'uniformes nazis, port de brassard à svastika orné d'un ours polaire dressé. Plus qu'une adhésion doctrinale pure et dure à l'idéologie raciale allemande, il s'agit surtout d'une sorte de syncrétisme naïf dans lequel la svastika devient le symbole d'une puissance anti-danoise perçue comme libératrice. Plus étonnant, les projets fantastiques d'Anschluss du Groenland au Reich sur le modèle de l'Autriche sans aucun contact avec Berlin, qui, malgré son caractère irréaliste, agit dans certains secteurs de l'opinion publique groenlandaise. Pour modeste que soit ce courant, il n'est cependant pas insignifiant et il est estimé à une trentaine de personnes sur 1 millier d'habitants à Nuuk et une soixantaine sur 600 à Sisimiut, soit près de 10% de la population. L'effacement de cet épisode tient autant à sa marginalité qu'à son incommodité. Après 1945, ces phénomènes disparaissent sans procès, sans débat public, sans mémoire officielle. Le nationalisme groenlandais se reconstruit alors sur des bases démocratiques, tandis que le Danemark préfère oublier toute ambiguïté coloniale. L'anecdote rappelle cependant que l'histoire coloniale n'est jamais univoque et que même les trajectoires politiques les plus évidentes peuvent être traversées fugitivement par des courants hétérodoxes.